Le manoir Black Swan, un impressionnant bâtiment dans le quartier historique de la ville de Châteauguay. Éco-Commercial s'intéresse aujourd'hui aux fondateurs de ce quelque peu mythique manoir. Antiquaire, designer, mais entrepreneur avant tout, voici Emmanuel Hébert. $100, ouais, ça, c'est le sujet de l'heure, là. Comme je te disais, comme quoi que dans un podcast, ça l'a fait parler beaucoup. En fait, c'est un monsieur qui a trouvé des luminaires dans les poubelles à Repentigny, puis un picker dans l'industrie des antiquités. T'as des pickers, c'est-à-dire c'est des gens qui ont accès, qui vont cogner aux portes à l'époque, là, mais aujourd'hui, c'est des gens qui... Comment je pourrais t'expliquer ça? Dans l'industrie des antiquités, il y a comme une hiérarchie non écrite, là. C'est-à-dire que tu as des pickers qui, eux, ils ont accès à des pièces qui vont souvent, pas nécessairement vendre au public, mais vendre à d'autres dealers. Donc, ça arrive qu'ils vendent au public aussi, mais eux autres, ils font juste faire en sorte de faire du volume, là. Ils veulent juste avoir le meilleur deal pour ce qu'ils viennent d'acheter, puis eux autres sont déjà en quête de leur prochaine pièce. Puis à l'antipode de ça, tu as les gros dealers internationaux que eux, dans le fond, ils choisissent leur pièce spécifiquement par rapport à la signature de leur brand, là, si on veut. Donc, c'est ça. Moi, dans mon cas, c'est ça. Donc, quand j'ai vu ces pièces-là, le picker me les a proposées. Il se faisait une cote de 100$. Il me vendait 100$, donc ça me coûtait 200$. Puis, c'était l'ensemble le plus rare hors déco que tu peux retrouver en Amérique du Nord. Donc, c'était un ensemble complet, là. Donc, je l'ai restauré. Ça a pris des dizaines et des dizaines d'heures de restauration. Faut prendre ça en considération aussi. Une expertise derrière la transaction ici, là. Oui, je l'ai acheté 200$. J'ai donné une cote de 100$ au picker. Après ça, je l'ai restauré. J'ai pris des photos studio. Je l'ai mis sur mon site web. J'ai créé une description. Puis après ça, j'ai négocié avec différents clients qui étaient intéressés, dont une cliente d'Australie qui a acheté l'ensemble au complet pour 23 000$. Sur le 23 000, par exemple, la réalité, c'est que je paye des impôts là-dessus. J'ai travaillé plusieurs dizaines d'heures sur la restauration des pièces, donc évidemment, mais ça vaut de l'argent, ce temps-là. Puis, bon, il y a tout le reste, là, qui reste à être pris en considération, l'entreposage, l'atelier, les outils. Donc, c'est pas 23 000 dans mes poches cash. C'est ça. Je tiens à l'expliquer parce que ça l'a fait un tabac, là. Je comprends que d'un point de vue extérieur, de savoir que le picker a juste fait 100$, je comprends, pour les gens qui comprennent pas nécessairement comment la business se passe, mais c'est ça la réalité, là. Quand tu as plusieurs responsabilités financières parce que tu es une entreprise, mais toutes les entreprises font de l'argent, là. Le but, c'est de faire du profit. Je vais pas vendre la pièce en dessous de sa valeur réelle parce que ça va mettre la puce à l'oreille des acheteurs potentiels. Pourquoi? S'il y a une autre pièce semblable qui se vend, mettons, en Arizona, 10 000$, un chandelier de 5 shades, de 5 verres, pourquoi moi je vendrais 5 000 pour? Ça sous-évalue la qualité de mon produit. Je peux pas faire ça. Donc, si tu veux te comparer au plus grand, mais faut que tu mettes des prix qui vont pas à l'encontre des prix du marché, là. Je m'appelle Emmanuel Hébert, je suis un antiquaire qui, au final, est devenu plein d'autres choses au fil de son parcours. J'ai fait du design, surtout en réflexion patrimoniale, puis j'ai eu le bonheur de créer le manoir Black Swan, qui est, je dirais, mon plus grand défi jusqu'à tout dernièrement, là. C'est-à-dire que c'était de bâtir ça de mes mains avec des artisans, puis des amis. Puis ça a été un pas pire projet de COVID. J'ai commencé en mars 2020. Puis, ouais, c'est mon projet COVID. Au lieu de faire du pain, j'ai bâti ça ici. Je suis un entrepreneur avant tout, là. Donc, oui, je suis un antiquaire, puis je suis un designer, puis je m'amuse, mais tout d'abord, c'est l'entrepreneuriat qui m'a amené là. Puis, je traite chacun des départements de mes différentes business comme un entrepreneur, là. C'est-à-dire qu'en tant qu'antiquaire, je reste un entrepreneur. J'ai commencé à 18 ans, officiellement en affaires. Par contre, j'ai toujours été
entre guillemets en affaires, parce qu'à 14 ans, je n'allais plus à l'école. Donc, j'étais sur le marché du travail, puis je me suis vite rendu compte que j'avais de la misère à m'adapter, tout comme à l'école, dans un cadre où il y avait de l'autorité autour de moi, puis j'avais l'impression que je pouvais toujours faire mieux que la personne qui me donnait les ordres dans le cadre de mon travail, même quand j'avais 14 ans. Donc, c'est sûr, à un certain moment donné, je me suis comme éloigné. J'ai regardé le portrait global. Je me suis dit, hey, j'ai tout le temps aimé faire des affaires. Comme je disais plus tôt, là, avant l'entrevue, je vendais des cartes Pokémon quand j'étais au primaire, au village des Héros à Châteauguay. Ma mère me droppait là-bas le week-end. Ça a commencé de là, mais après ça, j'ai eu un magasin de linge dans mon sous-sol quand j'avais 15 ans. J'ai entrepris plein de types de business qui m'a permis de me former en tant qu'entrepreneur, puis prendre connaissance de ce que j'aimais vraiment, puis aussi affûter mes skills, puis savoir que, bon, je suis vraiment bon dans la vente, je suis moins bon dans un autre aspect de ma carrière entrepreneuriale, donc ça m'a amené vraiment à me peaufiner, là. Donc à 18 ans, j'ai parti ma première business officielle, c'est-à-dire que j'ai loué une porte de garage, puis je faisais de la restauration de peinture, de voitures. Puis après ça, ça a évolué. J'ai acheté la bannière Crown MRC à 20 ans, la même année que j'ai acheté ma maison. Puis j'ai tout vendu à 23 ans parce qu'évidemment, je me suis rendu compte que en affaires, c'est pas juste l'argent. Il faut que tu aimes ce que tu fais. Puis à un moment donné, j'avais comme pas mal recyclé tout ce qui me restait d'énergie. Je travaillais 7 jours semaine, j'aimais ce que je faisais. C'était une mine d'or, cette entreprise-là. C'était très gratifiant au final, mais j'étais pas heureux. T'sais, j'aimais ce que je faisais parce que c'était gratifiant, puis j'avais des beaux contrats, puis c'était payant. Mais je me suis vite rendu compte que l'argent, c'était pas nécessairement la source principale du bonheur. Te lever le matin puis avoir le goût d'aller travailler aussi, ça fait partie du bonheur. Donc même si c'est moins payant, pourquoi pas essayer, là? Donc j'ai voyagé, je me suis vraiment beaucoup cherché, là. Tu sais, le voyage, c'est très stéréotype, là, mais j'ai voyagé pour me découvrir. Puis j'ai atterri en Inde à un moment donné avec un sac à dos, puis je suis revenu de là-bas un peu mélangé. Au retour de mon long périple en Inde, j'ai décidé que si je me lançais dans une nouvelle aventure entrepreneuriale, ça devait être quelque chose qui tournait autour de mes passions. Donc, je me suis posé la question, qu'est-ce que j'aime? Premièrement, j'aimais beaucoup l'architecture, l'histoire, les antiquités, l'art, l'artisanat, le travail des artisans. Donc, les antiquités, c'était la seule suite logique à tout ça, à moins de me spécialiser dans l'immobilier historique, là. Mais c'était pas... Les antiquités, c'était vraiment mon calling, en bon anglais. Puis, je me suis lancé. Puis, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis antiquaire depuis plus de 10 ans. Les différents modèles de business depuis que je me suis lancé en affaires à 18 ans, bon, j'ai eu un garage, donc je louais une porte de garage pour travailler sur des peintures de voitures. Après, je louais un garage pour pouvoir performer puis faire des traitements de carrosserie, ce qui m'a amené à faire du mobile, c'est-à-dire me déplacer directement dans les municipalités puis chez les entreprises pour faire des traitements des véhicules sur place. Donc, c'était un modèle différent. Je n'étais pas obligé d'avoir pignon sur rue. Je le gardais quand même, là, mais ça, c'était un modèle qui était intéressant parce que t'es moins pris dans une boutique à attendre les clients, là, malgré le fait que je t'ai booké 3 mois d'avance. Mais après ça, après avoir vendu l'entreprise à 23 ans, puis mon retour dans ma carrière d'antiquaire, ce qui est vraiment intéressant, c'est la liberté. D'un coup, tu as goûté à la liberté de ne pas être prisonnier d'une boutique, d'attendre tes clients. Au final, Internet nous a donné la possibilité d'être très libre si on sait comment bien en bénéficier. Donc, au final, moi, je suis devenu un antiquaire 2.0 international parce que 95% de ma clientèle est hors du Canada, là. C'est là que ça se passe, la business de toute manière. Donc, si tu sais comment expédier à l'international, il n'y a aucune limite au niveau de ta clientèle à l'international. Puis mais malgré le fait que, tu sais, au Québec, j'aimerais ça vendre plein de pièces, mais le marché n'est pas là. Donc ça, c'est un modèle qui m'a suivi parce que après ça, d'un coup, tu sais comment expédier n'importe quoi à l'international, mais tu peux te faire venir un manteau de foyer sculpté par des artisans, puis tu peux en vendre aussi. Donc ça t'aide à évoluer puis à connaître d'autres modèles d'affaires. Puis j'ai toujours été un bon vendeur. Donc je me suis dirigé pas mal là-dedans. Puis aujourd'hui, mais c'est ce que je fais. Donc au niveau des modèles d'affaires,
La vente, ça a tout été mon core business. Ça a toujours été ma force. Puis après ça, il y a le côté artistique aussi que j'ai tout le temps essayé de combiner à tout ça, là. Donc, puis après, le manoir Black Swan, c'est ça, ça a été toute une ride, là. Parce que, ce modèle d'affaires-là, c'est que j'ai bâti ma résidence principale tout en louant ma résidence principale pour la création de contenu qui, au final, fait en sorte que chez nous, c'est rendu aussi la demeure des autres. C'est devenu un genre de creative hub où est-ce que des gens d'un peu partout viennent à Montréal puis bifurquent vers Châteauguay pour créer du contenu ici. Ce qui nous donne la chance d'avoir du contenu au manoir qui est un peu publié partout, aux États-Unis, au Canada, au Québec. Puis après ça, la galerie d'art, évidemment, qui est super intéressante. Puis là, je suis retourné un peu aux sources d'être prisonnier d'une boutique. C'est-à-dire que je suis pas toujours là-bas, c'est sur rendez-vous seulement, mais je trouve le concept très intéressant d'apporter de l'art et de la culture dans la municipalité de Châteauguay d'une façon un petit peu moins privée. Puis là-bas, c'est sur rendez-vous seulement. Donc, dès que quelqu'un prend rendez-vous, je m'en vais les rencontrer là-bas. Puis c'est des private viewing. Mais pour tout ce qui tourne autour des antiquités, j'ai 3 entrepôts puis j'expédie mondialement encore une fois, là. Les antiquités, ça va toujours être. C'est quelque chose qui m'allume beaucoup. Puis je suis restaurateur de luminaires d'époque, donc on parlait de restauration de peinture tantôt, là, donc c'est revenu dans ma vie sans même que je le demande. C'est-à-dire que j'ai vraiment, je pense, quelque chose dans moi qui m'amène à vouloir tout le temps restaurer des pièces que je touche, puis leur donner une deuxième vie, puis les faire vivre au final là, pour un autre 100 ans, 200 ans. C'est les luminaires, c'est une nouvelle technologie. L'électricité en général, c'est une nouvelle technologie. Donc, le fait de pouvoir travailler sur ces pièces-là puis leur donner une deuxième vie, souvent, c'est très intimidant de travailler sur des pièces électriques. Donc, si tu n'as pas les compétences nécessaires, mais c'est des pièces qui finissent dans les poubelles ou qui traînent dans un sous-sol puis que les gens ne savent pas nécessairement quoi faire avec. Donc, si tu as la compétence de pouvoir leur donner une deuxième vie, puis les ramener au code électrique d'aujourd'hui, mais ça fait en sorte que tu peux bien en vivre. Ce qui m'a amené à développer cette expertise-là en tant que restaurateur de luminaires d'époque, c'est dans le sous-sol de chez Serge à Terrebonne. Donc, je le dis souvent à la blague, là, mais j'ai appris à la dure parce que mon ami fumait de la cigarette en laquant du métal quand moi je fume pas. Puis moi, je suis en train de saigner les doigts à côté en train de refiler un luminaire européen, là, les plus difficiles à faire. Donc, mais c'est avec lui que j'ai appris au final. Là, d'ailleurs, mon ami va avoir 71 ans le 22 janvier prochain. Puis c'est un très, très, très bon ami à moi. On a évolué ensemble, puis il m'a vu grandir dans le domaine. Puis, tu sais, le savoir, c'est fait pour être partagé, mais toujours, il faut qu'il y ait des gens qui soient prêts à écouter ce que tu as à partager. Puis dans le domaine des antiquités au Québec, mais il y a plein de gens qui ont beaucoup de savoir parce que l'industrie avant était vraiment forte, mais le savoir n'est pas partagé parce qu'il n'y a aucun intérêt. Donc, moi, j'ai été chercher toute l'information que j'avais besoin pour pouvoir performer. Puis c'est grâce à la générosité de gens comme mon ami, au final, qui a pris le temps de me montrer dans son sous-sol à travailler sur des pièces. Puis aujourd'hui, bon, je veux pas dire que je l'ai surpassé, là. C'est toujours le maître et le vétéran, mais j'ai appris très rapidement, puis j'ai la force d'Internet, que lui, il y avait encore un flip phone jusqu'à dernièrement. Donc, pour trouver nécessairement l'identité de la pièce ou des catalogues comme référence visuelle, c'est beaucoup plus facile d'aller rapidement dans ses connaissances quand on a accès à Internet, là. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai appris à restaurer des luminaires. Puis aujourd'hui, c'est quelqu'un avec qui j'adore travailler, là, parce que lui, de base, c'est un picker comme formidable. Quand tu es seul en affaires, tu es seul en affaires. Donc, les remises en question, la gestion de la peur, puis du risque, puis c'est avec toi-même que tu dois la faire. C'est sûr et certain que il faut que tu aies le menton solide pour être en affaires, puis durer aussi en affaires. Donc, c'est toujours des risques financiers. C'est difficile d'être en affaires. C'est-à-dire que il peut arriver n'importe quoi, n'importe quand, puis tu dois gérer avec la situation avec brio parce que tu veux garder ta business. Puis des fois, tu te lances en affaires, puis tu t'es lancé dans un domaine qui, malheureusement, n'est pas appelé à rester dans le temps, puis tu dois te réinventer. C'est dur d'être en affaires, donc je dirais que
quand tu es seul en affaires, c'est d'avoir des ressources autour de toi le plus possible, t'éduquer, lire des livres, lire beaucoup de livres, parce que, je vais te donner un exemple, c'est une grande négociation à faire, mais lis une dizaine de livres sur la négociation, puis ça va te donner une certaine confiance. Puis négocie aussi. Si tu veux être un bon vendeur, mais apprends à vendre. Puis apprends à vendre, là. C'est-à-dire que fais des cold calls, joins-toi à une équipe si jamais c'est ce que tu veux faire. Donc, je te dirais qu'en affaires, si tu es un entrepreneur solo, mais tu portes tous les chapeaux. Fait que tu dois être spécialiste d'un peu de tout, là. Si tu fais toi-même ton marketing. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir Mélissa, ma conjointe, qui est avec moi, puis qui est embarquée dans le bateau pour toutes les entreprises. Puis ça a changé ma vie dans le sens que c'est une photographe professionnelle, c'est une vidéaste. Donc déjà là, le côté créatif, c'est plus juste moi qui s'en occupe. Mais en plus, ça fait de l'infographie, etc. Donc on travaille super bien ensemble, puis une chance qu'elle est là. Mais aussi, ça permet de ventiler. Donc c'est sûr, certain que si tu as la chance d'avoir des amis ou ta conjointe ou ton conjoint dans ta vie en tant qu'entrepreneur pour pouvoir ventiler, mais que cette personne-là a l'air aussi une certaine expérience. Tu sais, Mélissa est en affaires depuis un bon moment, là, depuis toujours presque, là, comme moi. Donc ça l'aide aussi parce que des défis, elle en a déjà eu dans sa carrière respective. Donc ça aide. Au niveau des échanges, il faut que tu parles aux bonnes personnes, il faut que tu aies des bonnes ressources, mais lis des livres déjà là en partant. Là. Mais c'est dur d'être en affaires en solo. Puis il faut que tu aies le menton solide, comme j'ai dit, parce que des uppercuts, pour utiliser le terme d'un de mes bons amis, t'en reçois souvent. Mes plus grands défis en affaires, ça a été déjà de découvrir ce que j'aimerais faire. Là. Déjà, quand tu es jeune, tu es en affaires, puis tu te rends compte que t'aimes ce que tu fais parce que c'est valorisant et gratifiant, mais t'aimerais pas ça, faire ça jusqu'à la fin de tes jours, mais tu vas en entreprise, puis là, tu fais face à toi-même. Là, parce que j'avais pas d'études, donc tu te poses beaucoup de questions. Mais l'important, c'est de te poser des questions. Je pense que c'est d'être curieux, puis c'est un grand défi d'être un solopreneur, là, au final. Puis c'est de bien t'entourer. Fait que c'est un grand défi aussi d'avoir des gens qui t'entourent, qui sont pertinents dans ta vie, puis qui apportent du positif. Donc, par chance, j'ai tout un bel entourage, là, donc je peux pas me plaindre de ça. Mais c'est souvent un défi que les autres entrepreneurs peuvent faire face. En fait, c'est que leur famille vont les dissuader de se lancer en affaires ou de prendre telle décision, puis ça finit par influencer la décision de ces entrepreneurs-là. Il faut s'écouter. Il faut écouter son gut feeling. Mais au niveau des défis, ça a été ça. Ça a été de me réinventer complètement à 23 ans, de voyager, apprendre à me connaître. À 25 ans, de me lancer en affaires. Puis après ça, mon plus grand défi que j'ai eu à vie en affaires, ça a été lorsque mon fils est né. Je venais de me lancer en affaires dans les antiquités. Puis c'était pas facile, vraiment pas. J'ai refait mes CV depuis que j'avais 17 ans que j'avais pas fait de CV. J'ai fait des CV, puis j'ai tout déchiré là, parce que j'avais pas le courage d'envoyer ça à quiconque parce que au final, je savais que je valais plus que ça dans le sens que j'ai tout un temps en affaires. Je me suis toujours dit que je travaillerais pour personne. Puis là, j'étais dans cette position-là où est-ce que j'étais vulnérable financièrement. Je savais pas trop vers où me tourner. Puis j'ai pensé aller dans cette direction-là. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que le plus beau était à venir, puis qu'il fallait que je déchire tout ça, puis que je tienne le taureau par les cornes, puis qu'on avance, même si ça va être difficile, puis on va finir avec une coupe de bleu, là, mais c'est là que toute la magie s'est passée. Parce que ça a été un pas pire défi psychologique. Là. En affaires, ça a été d'un coup que je suis devenu performant dans le monde des antiquités. Donc, je travaillais dans le sous-sol de mon bungalow, je restaurais des luminaires, mais c'était de passer à l'étape suivante. L'étape suivante, ça me demandait soit que j'aille une boutique, pignon sur rue, ou bien que j'achète un bâtiment, un entrepôt. J'essaie de penser aux différentes solutions, puis j'avais déjà la propriété et le terrain, puis j'étais en mesure de bâtir une propriété plus grande sur ce terrain-là. Donc, mon plus grand défi, ça a été de développer le manoir Black Swan. Donc, j'ai sketché des plans. J'avais une bonne idée de ce que je voulais. Je voulais bâtir un endroit à la hauteur des pièces que je restaure, mais je voulais aussi bâtir le patrimoine architectural de demain. Donc, le grand défi, c'est que j'avais jamais bâti un manoir de 6500 pieds carrés. Là. Donc, j'avais déjà quelques compétences dans le monde de la construction, mais rien de aussi poussé.
Donc, ça a été mon plus grand défi. Premièrement, c'est en pleine COVID. Là. J'ai commencé à creuser en mars 2020, mais par chance, toute la séquence s'est quand même bien passée durant la construction du projet. Mais ça a été mon plus grand défi à ce jour. Là, il y en a d'autres qui s'en viennent pour la phase 2 du manoir. Mais je dirais que ça a été ça pas mal de lander ce projet-là, le rendre à terme. Puis après ça, l'évolution qui s'en est suivie a été quand même progressive et ça a été une ride quand même assez smooth. Là. Mon plus grand succès, ça a été aussi mon plus grand défi, c'est-à-dire que le manoir m'a vraiment aidé à me propulser ici, mais aussi à l'international. Donc, on a passé dans un paquet de magazines, puis ça a mis vraiment la lumière sur ma créativité puis mes pièces aussi que je vends. Donc, au final, je vendais sur différentes plateformes en ligne, mais le fait de créer le manoir, qui est devenu un peu la vitrine de toutes les pièces que je restaure, en plus de créer du contenu à l'intérieur, mais là, ça a vraiment explosé. Ce qui nous amène à la phase 2 aujourd'hui, qui va être mon prochain plus grand défi de ma vie, qui est une extension d'11 000 pieds carrés. Avec une énorme salle de bal, une salle de cérémonie, avec un salon des cocktails, donc 32 pieds de plafond lorsqu'on arrive, des portes arquées en verre de 13 pieds et demi de haut, avec un service de valet, de sécurité, une cuisine commerciale avec un traiteur très raffiné. Donc, on veut amener une expérience unique en son genre à Châteauguay. Donc, à force de refuser des mariages puis des demandes d'événements corporatifs, je me suis bien rendu compte que il y avait un manque dans l'industrie. Je comprends qu'il y a des usines à mariage, puis je comprends qu'il y a des endroits où est-ce que c'est vraiment des usines à événements. Puis je voulais amener sur le marché une expérience un peu semblable à ce que j'offre au niveau de la création de contenu, de vraiment s'enligner vers la création d'événements uniques. On offre une expérience en soi du moment que tu débarques de ton véhicule avec le service du valet jusqu'à temps que tu vives l'expérience et que tu quittes. Tu vas vivre une expérience en soi, que ce soit des serviettes dans la salle de bain, l'odeur dans le bâtiment. C'est très important de faire vivre une expérience. Les gens sont prêts à vivre l'expérience puis à payer pour la vivre, mais il n'y a pas d'endroit nécessairement pour le vivre. Donc, c'est un modèle d'affaires qui m'intéresse beaucoup. C'est un modèle d'affaires qu'on voit évoluer dans différentes métropoles un peu partout dans le monde. Châteauguay, c'est peut-être pas une métropole, mais c'est très près de Montréal. Puis le quartier historique, je pense que c'est un endroit clé pour amener ce type de projet-là. Puis il y a une demande, je le vois. J'ai une liste d'attente pour les mariages au manoir. J'ai plein d'entreprises qui m'approchent pour faire de l'événementiel ici. Mais je suis pas en mesure de les accepter en ce moment puisque je peux pas leur offrir l'expérience que j'aimerais leur offrir. Donc, la phase 2, c'est ça. C'est un investissement de plusieurs millions de dollars en plein centre du quartier historique de la ville. Puis, on veut amener des gens de l'extérieur. C'est excellent pour la vitalité économique de la municipalité et de la région. Mais c'est aussi d'amener le quartier historique, d'avoir un patrimoine architectural pour demain. Donc, l'idée du départ, c'était ça. Le fait d'investir massivement comme ça dans l'architecture en plein centre du quartier historique, à côté du couvent, en fait, de la mairie, qui est un ancien couvent du 19e, à côté de l'église Saint-Joachim. C'est ici que ça se passe visuellement. Là. Quand on pense à Châteauguay, une photo qui nous revient, c'est en traversant le pont, en voyant l'église et le quartier historique. C'est l'image qu'on veut de Châteauguay. C'est pas le boulevard d'Anjou. Là. Ma relation avec les entreprises locales, pour l'instant, avec le manoir Black Swan, avec la création de contenu, c'est sûr que lorsqu'on a des plus grands projets, on va aller louer, disons, l'espace à l'église Saint-Joachim pour aller manger. Donc, on va peut-être avoir du traiteur local. Évidemment, les viennoiseries de chez Ange qui sont formidables. Donc, évidemment, entre entrepreneurs, on essaie de développer des relations pour faire en sorte qu'on soit en mesure de travailler ensemble. C'est sûr que d'un point de vue événementiel, avec qu'est-ce qui s'en vient pour la phase 2, c'est là vraiment que l'impact va se faire sentir beaucoup plus que dans la création de contenu, c'est-à-dire que nos besoins vont être énormes. On reçoit 150, 175, 200 personnes pour un événement chaque week-end, disons. Mais à partir de ce moment-là, on a besoin de fleuristes, on a besoin, oui, de viennoiseries, de fruits, de peu importe qu'est-ce qu'on a besoin. Ça fait beaucoup de gens sollicités, puis localement parlant, ça amène énormément d'argent à être dépensé dans la région, juste à penser au niveau de nos besoins d'hébergement
l'hébergement, par exemple. On parle entre 400 000 jusqu'à 500 000 en hébergement, besoin d'hébergement qu'on ne peut pas placer pour l'instant. Donc, c'est sûr et certain que dans l'optique d'un hôtel sur le bord de la 30, mais ça peut aider les développeurs à venir ici, un hôtelier à s'installer avec des revenus garantis d'hébergement provenant de nos activités commerciales. Même chose pour le manoir Diouville, par exemple. Ça peut encourager le manoir Diouville à peut-être avoir une certaine réflexion pour en vue d'avoir un certain volume de gens qui vont s'héberger là-bas. Bien, ça peut être une bonne initiative pour faire une certaine réflexion du bâtiment, en plus de répondre à sa mission sociale. Donc, il peut y avoir plein d'angles comme ça, très intéressants pour les entreprises de la région. Mais pour l'instant, nos activités, c'est surtout de la création de contenu. Donc, c'est très niché, puis c'est très tourné autour du manoir. Donc, oui, on a déjà fait affaire avec des traiteurs, on a déjà fait affaire avec des fleuristes locales, mais je dirais que le plus gros portrait, la vitalité économique, puis qu'est-ce qu'on est en mesure d'apporter auprès de la communauté à Châteauguay, ça va être vraiment au niveau événementiel lorsque la phase 2 va arriver, là. La meilleure façon pour moi de me démarquer, c'est d'être en action à tous les jours, du matin jusqu'au soir, puis de jamais lâcher le morceau. C'est-à-dire que d'un point de vue créativité, on n'arrête jamais d'essayer de trouver une niche ou une façon d'approcher notre clientèle cible pour faire en sorte de leur offrir la meilleure expérience possible, autant au niveau visuel sur les réseaux sociaux que créative sur les réseaux sociaux toujours, parce que bon, on est quand même assez axé vers les réseaux sociaux, mais ce que je gagnerais à faire, c'est de mettre beaucoup plus à l'avant, mais au final, les clients traitent directement avec moi, donc une certaine proximité avec le créateur du manoir, mais aussi avec l'artiste qui est derrière, puis le restaurateur, puis l'antiquaire qui est derrière. Donc, au final, j'accueille les gens chez nous. Donc, niveau expérience, je dirais, par rapport au manoir, c'est très intime, parce que tu arrives chez nous, je barre la porte, puis on est ensemble, puis on crée. Donc, il y a un côté très particulier à ce niveau-là, puis avec la phase 2 qui va s'en venir, mais reste que je vais être quand même à la tête de tout ça, malgré le fait qu'on va avoir une plus grande équipe. C'est, je pense, beaucoup plus facile de te démarquer quand tu es l'image propre de ton entreprise parce que tu es un visage unique. Là. Mais quand l'entreprise grandit, puis qu'il y a un brand derrière, puis qu'il y a une équipe, il ne faut pas perdre cette essence-là. Donc, ce qui me permet de me démarquer aujourd'hui, j'espère que malgré le fait que l'entreprise va grossir, je vais être en mesure d'offrir la même expérience captivante que je suis en mesure d'offrir en ce moment, puisque c'est moi qui l'offre personnellement aux gens. Puis voilà, je reste moi-même, puis on travaille vraiment, vraiment, vraiment fort à toujours offrir le meilleur service, mais pas juste ça, les meilleurs produits, puis la meilleure expérience au final.